Bonsoir. Peut-on encore frauder le fisc français en ouvrant un compte non déclaré en Suisse? Nous avons fait l'enquête. Témoignages et révélations sur ces milliers de contribuables qui ont caché une partie de leur argent. Ils sont malades et ils vont devenir clandestins pour tenter de guérir. Des dizaines de Géorgiens atteints d'une forme résistante de tuberculose ont franchi les frontières jusqu'en France pour se soigner. Nous avons remonté cette filière de la guérison. Spanghero, un nom associé au scandale de la viande de cheval. Nous avons suivi le pari fou d'un des fondateurs, Laurent Spanghero. Va-t-il faire renaître cette marque de plats cuisinés? Bonsoir, bonsoir à tous. Pour ouvrir ce magazine, un sujet plusieurs fois à la une de l'actualité ces dernières semaines, les impôts. Ils suscitent le débat. Ont-ils, oui ou non, augmenté? Et qui sont ceux éventuellement concernés par une hausse? Pas toujours facile d'y voir très clair. De notre côté, nous nous sommes intéressés à ceux qui tentent d'y échapper. Des Français qui ouvrent des comptes à l'étranger pour cacher leurs revenus au fisc. Pendant des années, un pays voisin et ses banques, la Suisse, les ont accueillis, voire même sollicités, favorisant ainsi l'évasion fiscale. Alors qu'en est-il aujourd'hui? La fraude fiscale, qui consiste à ouvrir un compte non déclaré, est-elle toujours possible? C'est l'enquête de cette émission. Elle est signée Arnaud Muller, qui répondra aux questions de Guylaine à la fin de ce reportage. Il y a des secrets qui, avec le temps, deviennent trop lourds à porter. Francis a accepté de nous confier le sien, anonymement. Son secret n'est ni professionnel ni amoureux, non. Son secret à lui est un secret bancaire. 250 000 € cachés sur un compte à l'étranger. Vous regrettez d'avoir un jour ouvert un compte caché? Oui. Vous regrettez aujourd'hui? Ah oui, tout à fait, parce que ça m'a compliqué la vie. En fait, je ne pouvais pas m'en servir, puisque c'était dans... je ne me voyais pas traverser les frontières avec une valise, avec des valises de billets. Donc je pense que j'ai fait une erreur à une époque de mettre de l'argent dans un compte à l'étranger qui n'est pas déclaré. C'est pas le fait de le mettre à l'étranger, c'est de ne pas l'avoir déclaré. Ce compte, non déclaré, ouvert il y a 7 ans pour échapper à l'impôt sur la fortune, 3 personnes en connaissent l'existence. Francis et son banquier, bien sûr, et depuis peu... Bonjour. Maître Duvaux, avocat fiscaliste, et lui aussi dans la confidence. Francis a fait appel à lui pour l'aider à régulariser 7 ans de fraude fiscale. Merci d'être revenu nous voir. Et donc là, on passe à la phase un peu finale du dossier, puisqu'on a procédé... Et ce n'est pas si simple de régulariser sa situation fiscale. Il faut d'abord prouver l'origine des fonds non déclarés, prouver qu'il ne s'agit pas d'argent issu du trafic de drogue, par exemple. Ensuite, il faut remonter 7 ans en arrière. 7 ans de déclaration d'impôt qu'il faut remplir à nouveau. J'avais 9 373 en 2002. Des heures de calcul pour réintégrer cet argent qui était caché. Une litanie de chiffres avec au bout la promesse de la rédemption. Je voulais savoir si, une fois que tout ceci est fait, je serais en règle totale avec le fisc français. Ah oui. Bon, voilà. Au bout de la procédure, aucune poursuite. Mais un redressement fiscal qui représente 1/5 des sommes que Francis avait cachées à l'étranger. On a quand même un coût global de régularisation de 49 497 € pour un compte, je crois que de combien? De 250 000, c'est ça? Ce qui vous coûte un peu cher, c'est l'ISF. Il y a 21 000 €. Et puis, il y a aussi l'amende pour défaut de déclaration du compte. En gros, ça vous coûte 26 000 €. Ça fait un montant non négligeable. Ça me libère, quelque chose qui me gênait. Donc, j'ai l'impression qu'après, bon, une fois que j'aurai fait l'échec, bien entendu, que tout ceci sera derrière moi. Et puis, j'aurai le sommeil tranquille. Et il peut m'arriver quoi que ce soit. C'est pas mes enfants qui seront ennuyés avec ce genre d'histoire. Votre famille n'était pas au courant? Non, du tout. Francis a soulagé sa conscience par peur des contrôles qui devraient à l'avenir se révéler plus efficaces. Selon son avocat, il sera bientôt plus compliqué de cacher son argent dans ces pays européens bien connus des fraudeurs et des services fiscaux. Tous les Français qui ont des comptes non déclarés se disent, tôt ou tard, je vais me faire prendre. Même si c'est pas l'année prochaine, même si c'est pas dans 2 mois, il arrivera un moment où je me ferai cerner, soit par les banquiers, soit par les autorités fiscales. Les gens n'ont pas le choix. Les banques suisses, mais aussi les banques luxembourgeoises, imposent à leurs clients de régulariser, en leur disant soit vous régularisez, soit vous partez. Il y a quelques jours, l'information faisait la une de nos confrères du Parisien. Les grandes banques suisses ont commencé à faire le ménage.
Une des plus importantes, UBS, a écrit à ses clients français et leur a posé une question. Sont-ils en règle avec l'administration fiscale de leur pays? À Bercy, au ministère du Budget, on fait les comptes. Plus de 1100 contribuables se sont régularisés au cours des 3 derniers mois. Alors, est-ce réellement la fin de ce secret bancaire derrière lequel se cachent les fraudeurs? Comment expliquer une telle révolution sur fond de scandales et d'évasion fiscale sur les bords du lac Léman? Est-il aujourd'hui encore possible de trouver là-bas une banque qui accepterait d'ouvrir un compte non déclaré? Nous sommes à Paris, dans le quartier branché du Marais. Nous avons rendez-vous avec un très riche contribuable. Xavier Denamur possède 5 restaurants dans le secteur. Il déclare 1 million d'euros de revenus chaque année et son patrimoine est estimé à 20 millions. C'était bon? Parfait. Cette année, le fisc lui réclame 600 000 euros d'impôts, une jolie somme qui sonne comme un juste retour des choses. Moi, j'ai travaillé pendant des années et c'est grâce à l'État, entre autres parce que j'étais étudiant, j'étais boursier et que j'ai pu monter mes affaires, faire des études. Donc je dois redonner à la collectivité ce qu'elle m'a permis d'avoir. Ce restaurateur est très remonté contre la fraude fiscale. Avec nous, il va accepter de se livrer à une petite expérience. Peut-il trouver en Suisse un banquier qui accepte de lui ouvrir un compte non déclaré? Ah si, UBS, c'est là. C'est sans contact particulier et sur Internet que nous démarrons l'expérience. En Suisse, non. Les premiers onglets nous orientent vers des banques suisses, les plus grosses, UBS, Crédit Suisse, et aussi de vieilles banques familiales, privées. On y vante toujours le secret bancaire, la discrétion. Les offres nous intéressent, Xavier Denamur laisse ses coordonnées à l'une de ces banques avec ce message. Bon, j'ai dit bonjour, restaurateur à Paris, propriétaire de 5 affaires. Je souhaite ouvrir un compte en Suisse afin de voir s'il est possible de minorer mon taux d'imposition qui est devenu insoutenable en France. Pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre? Bien à vous, Xavier Denamur. Voilà, tout simple, j'envoie, c'est parti, on verra bien s'ils nous répondent. Grâce à ce simple message, 2 heures plus tard, il entre en contact avec un conseiller de la banque. Donc vous avez plusieurs restaurants sur Paris, c'est bien ça? Oui, je suis dans le Marais, Revier du Temple, j'ai 5 affaires en limonade, brasserie, etc. En fait, je cherche à rencontrer un gestionnaire de fortune. En fait, et voilà, je voulais savoir ce qui était possible d'avoir un rendez-vous. Bien sûr. Quand est-ce que ça vous arrangerait? Jeudi. Une semaine plus tard, nous sommes sur les bords du lac Léman. Genève est-elle toujours un Eldorado pour ceux qui souhaitent y cacher leur argent? Nous avons équipé Xavier Denamur d'une caméra cachée. Il va passer pour nous les portes d'une banque fondée au 19e siècle. C'est l'un de ces jeunes dirigeants qui le reçoit. Nouvelle génération, nouvelle méthode, nouveau discours. Et surtout, nouvelles règles. Les impôts, bon là, sont devenus assez colossaux. Voilà, donc je sais pas, moi en fait je viens un peu sans trop savoir ce qu'il est possible de faire. Les choses ont bien changé certainement en termes de fiscalité, donc la situation en Suisse est en train de forcément bouger beaucoup. Je ne peux pas vous guider vers une idée de cacher votre argent en Suisse. Ça, c'est plus possible en termes fiscal. C'est plus vraiment possible. D'ailleurs, on n'ouvre même plus de compte pour des gens qui veulent évader le fisc. Les nouveaux comptes, les anciens sont encore là. Mais un très grand entrepreneur. Face à Xavier Denamur, le banquier se livre à un bel exercice d'autocritique au nom de l'ensemble de ses collègues. Je ne suis pas fier de cette situation, même si nous n'avons pas participé depuis notre banque à nous. Il y a d'autres banques qui ont été faire du démarchage en France, qui ont été rameuter tout ce qu'ils pouvaient pour ramener de l'argent ici. Et puis aujourd'hui, on leur dit bon, non, c'est fini, on a bien profité de vous, on veut plus. Les banques suisses, qui accueillaient l'argent de la fraude fiscale, auraient donc tourné la page. Pourquoi ont-elles accepté de faire une croix sur ceux qui faisaient une part de leur fortune? Évidemment, la décision n'a pas été prise de gaieté de cœur, mais sous la pression d'un retentissant scandale. Un scandale avec sur le banc des accusés la plus prestigieuse d'entre les banques, UBS. UBS pour Union des banques suisses. Le numéro 1 en Europe de la gestion de fortune. 65 000 salariés répartis dans des filiales qui couvrent le monde entier. Et notamment les États-Unis.
C'est de là que le scandale est arrivé. Juillet 2008, face aux sénateurs américains, les dirigeants de cette banque se succèdent pour faire leur mea culpa. Nous regrettons d'avoir enfreint les lois américaines. Coupable d'avoir organisé un vaste système d'évasion fiscale pour de riches contribuables américains, UBS écope d'une amende record, 600 millions d'euros. L'affaire n'aurait jamais éclaté sans les aveux d'un homme de l'intérieur. Un ancien cadre commercial de la banque, Bradley Birkenfeld. Après avoir parlé au fisc, c'est devenu la star des journalistes de 60 Minutes, la plus prestigieuse émission d'investigation américaine. C'est très inhabituel qu'un banquier suisse parle et fasse de telles révélations. Ça n'est jamais arrivé. Je suis le premier. Grâce aux révélations de Bradley Birkenfeld, au moins 10 000 contribuables américains sont contraints de se régulariser auprès du fisc américain. Des milliards de dollars récupérés. Et le lanceur d'alerte, lui aussi, y a trouvé son compte. Un chèque de 104 millions de dollars signé du Trésor américain pour service rendu. L'incroyable histoire de Bradley Birkenfeld a-t-elle suscité des vocations chez ses anciens collègues d'UBS? Visiblement oui. En France, la filiale d'UBS a elle aussi été rattrapée par la justice. Et comme aux États-Unis, c'est à cause de témoignages d'anciens salariés que la banque se retrouve face aux magistrats. Nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux. Nicolas Forissier a cessé d'être un discret comptable chez UBS il y a 4 ans. Il a été licencié et selon lui, c'est parce qu'il a eu le tort de dénoncer les pratiques illégales de son ancien employeur. C'est ce qu'il est venu expliquer aux députés qui enquêtent sur la fraude fiscale. Et qu'est-ce que vous avez découvert? La chose que j'ai découverte, c'est celle que j'ai dénoncée dans le cadre de mon prud'homme, à savoir la mise en place d'une comptabilité parallèle, qui était une activité fantôme, la shadow accounting comme on dit, et qui n'avait rien de légal. Il m'a semblé anormal de tomber sur des documents manuscrits, papier, au crayon à papier, écrits, sans que certaines écritures ne puissent pas être justifiées. Selon Nicolas Forissier, cette double comptabilité aurait permis à la banque de faire transiter secrètement de l'argent entre la France et la Suisse. C'est ce qu'il va décrire dans le détail lors de son audition, sans caméra. À la sortie, l'un des députés présents, le socialiste Yann Gallu, n'en revient pas de ce qu'il a entendu. Quand on entend le témoignage de Nicolas Forissier, on est effaré. Mais on est vraiment effaré de l'ampleur d'abord de ce qu'il a dénoncé, du système qui avait été mis en place par UBS, et puis on est effaré de ce qu'il a subi. Pendant des mois, Nicolas Forissier fait remonter toutes ces informations auprès de sa direction. Mais au lieu de l'entendre, ses supérieurs décident de se séparer de ce salarié trop zélé, devenu indésirable. On a essayé de vous dire que ce que vous dites... nous traite de menteur, d'extorqueur de fonds, de harceleur, c'est moi qui harcèlerai la banque et qui ai mis un système de pression destiné... Licencié pour mensonges et fautes graves, Nicolas Forissier ne se laisse pas faire et attaque devant les prud'hommes. Les juges lui donnent raison, comme le prouve leur décision rendue en 2011. C'est écrit, j'ai été licencié pour ne pas avoir voulu souscrire aux pratiques illicites de cet établissement. Voilà. Ses anciens employeurs ont fait appel de ce jugement. Dans cette affaire, ce n'est pas seulement l'attitude d'UBS qui a étonné Nicolas Forissier. Il affirme avoir alerté la Banque de France de ses découvertes via son service chargé de contrôler le secteur bancaire, en vain. Tout le monde savait, puisque mon métier m'imposait de déclarer à toutes les administrations en charge de ces dossiers. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi on ne nous a pas donné un coup de main plus tôt. Voilà, merci. Au revoir. La Banque de France a refusé de répondre à nos questions. Mais nous allons bientôt avoir une certitude. Nicolas Forissier n'est pas le seul ancien salarié d'UBS à pouvoir témoigner des pratiques douteuses de la banque. Dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien, il y a une cave que nous devions absolument visiter. Vous cognez pas la tête, là? Une cave parfaitement rangée, remplie de documents intéressants. Alors, est-ce que c'en a mes cartons? Oui. Voilà, ça c'est mes cartons. Ils appartiennent à Stéphanie Gibault, une ancienne cadre d'UBS France. Et vous voyez? Alors ça c'est intéressant, il faudra cacher, masquer le nom. Il y a dans ces fichiers des milliers de noms, de grandes fortunes que la banque tentait de séduire. Certains ont fini par ouvrir des comptes chez UBS, d'autres pas. Ces documents sont si sensibles que les anciens patrons de Stéphanie Gibault lui demandent un jour de faire le ménage.
C'était en 2008, autrement dit, en plein scandale UBS aux États-Unis. On m'a demandé, mon supérieur hiérarchique m'a demandé oralement à plusieurs reprises de détruire tous les fichiers Excel que j'avais dans mon ordinateur et tous les documents papier afférents à ces dossiers. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas à quel point l'information que je détenais était sensible. La salariée refuse d'obéir. Elle conserve ses documents et les photocopie. Il était temps. Une semaine plus tard, son ordinateur est visité. Ses fichiers disparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, sur l'arborescence, on voyait le nom des fichiers et en fait, ils étaient vides. Je me suis retrouvée avec des... vous voyez, je les ai notés avec les dates. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus rien. Bah non, il n'y avait plus rien. Voilà, je me suis retrouvée avec des fichiers comme ça. Et ce que la banque voulait que vous fassiez disparaître, ce sont les documents, ce sont ces listes d'invités. Exactement. Donc de potentiels clients de la banque UBS. En 2010, elle a été licenciée pour faute. L'affaire est au prud'homme. Ces documents, eux, n'ont pas été perdus pour tout le monde. Donc dans ces cartons, il y a des choses intéressantes. Des choses intéressantes, oui, oui. Il y a aussi des documents que j'ai remis aux autorités, aux douanes, à la brigade financière, à l'inspection du travail, au ministère du Travail, au tribunal de police, au tribunal administratif. Quand vous avez remis tout ça aux autorités? Ça dure depuis 2008. Depuis 2008, vous ne cessez de communiquer vos documents. Comment vous expliquez que les choses avancent plutôt lentement? Certainement parce que ces informations sont d'une extrême sensibilité. Je ne vois pas pourquoi on pourrait... Enfin, comment on pourrait expliquer ça autrement. Ces informations sont une mine d'or pour les magistrats qui enquêtent aujourd'hui sur les pratiques commerciales d'UBS. Comme elle, 5 anciens salariés ont également livré à la justice leurs précieuses archives. Chargés de démarcher des vedettes du petit écran, des chefs d'entreprise, des professions libérales, des artistes ou des sportifs, les commerciaux d'UBS notaient tout ce qui pouvait servir à convaincre ces grandes fortunes d'ouvrir un compte. Plusieurs pages concernent de grands noms du football. Pour cet attaquant international, le banquier suisse avait noté « Très timide, son père gère son patrimoine ». Pour ce buteur, champion d'Europe avec les Bleus, le banquier est optimiste. Il commence à me parler de son argent. Il faut le travailler encore un peu. Et pour convaincre un défenseur, champion du monde en 98, le banquier suisse n'a pas hésité à jouer les géos. Souhaite organiser un rendez-vous mi-juillet. Je lui ai débloqué ses vacances au Club Med. Ces comptes rendus de rendez-vous ne prouvent pas que ces célébrités ont fini par ouvrir un compte en Suisse, mais qu'ils ont été approchés par la banque. Comment tout cela se passait? On va vous le raconter. Nous sommes dans l'enceinte du stade de Roland-Garros. À la veille du tournoi, les champions se préparent, mais nous ne sommes pas venus parler tennis. Nous retrouvons Stéphanie Gibault, la cadre d'UBS. Pendant 11 ans, parmi ses fonctions, elle avait la charge d'inviter ici à chaque printemps des personnes très fortunées. Quelle bonne idée de me faire venir ici. Des chefs d'entreprise en majorité, des sportifs, beaucoup de professions libérales, des artistes, tous conviés dans une loge très VIP. C'est central de Roland-Garros. C'est ce qui s'appelle maintenant le Philippe Chatrier, oui, le central. Et où alors la loge UBS? Juste en face de vous, qui est très bien située puisqu'elle est au-dessus de la sortie des joueurs. La sortie et l'entrée des joueurs. Dans cette loge, le temps d'une partie de tennis, ces grandes fortunes sont choyées par la banque. Toujours à droite, du filet. Une vie extraordinaire. C'est quoi l'objectif de ces invitations? L'objectif des événements, quoi qu'il en soit, est de passer du temps avec ses clients. Se rapprocher d'eux pour générer un climat de confiance, pour que, bien évidemment, on puisse capter, leurs avoirs, leurs fortunes. 5 places. Voilà, donc 5, c'est toujours un chargé d'affaires, et soit 2 couples, soit 4 personnes qui sont soit des membres de la même famille, soit... Sur ces chaises, aux côtés de ces riches contribuables, il y avait des commerciaux d'UBS, ce qu'on appelle des chargés d'affaires. Des Français, mais aussi des Suisses. Et c'est là que l'affaire se corse. Les banquiers suisses n'ont pas le droit d'exercer leur métier sur le territoire français. Les chargés d'affaires suisses venaient directement ici à Roland-Garros rencontrer des clients français. Oui, absolument, oui.
L'objectif de ces chargés d'affaires suisses, c'est en clair de faire ouvrir à ces Français fortunés des comptes en Suisse. C'était le but? Absolument, c'est le but. Oui. Les Suisses n'avaient pas le droit de venir proposer l'ouverture de comptes à nos riches compatriotes sur le sol français. Ils n'ont pas de licence pour cela. Des opérations séduction comme à Roland-Garros, il y en avait beaucoup chez UBS. Des concerts, des dîners et par exemple, des tournois de golf. Sur ces photos, les invités français choyés par les banquiers suisses. Ce sont les hommes vêtus de polo bleu. Photographiés ici en plein travail, ils étaient près de 200 à pratiquer ce démarchage illégal en France. Après plusieurs semaines passées sur leurs traces, l'un de ces chargés d'affaires suisses nous a donné rendez-vous quelque part dans les montagnes. Ce conseiller financier nous a demandé de conserver l'anonymat. Il risque gros en nous parlant. La loi suisse prévoit des sanctions pénales pour les banquiers qui brisent le secret. En quoi consistait votre métier, vous, chez UBS? Quelle était votre fonction? Je m'occupais de clientèle domiciliée en France. Pour l'immense majorité en avoir non officiel. C'est-à-dire que la plupart des clients que vous démarchiez, des clients français, s'installaient chez UBS en Suisse sans déclarer? Plus de 99% des avoirs étaient non déclarés au fisc. Le but était vraiment pour ces clients français d'échapper au fisc, clairement. Clairement. Et c'était vos arguments de vente? Les arguments de vente, c'était la discrétion suisse telle qu'on peut l'imaginer. Vous avez un compte, un numéro qui existe, votre nom n'est pas dévoilé, vous ne recevez pas de courrier, enfin vraiment la discrétion à l'état pur. Et ça, pour quelqu'un qui a un tout petit peu peur du fisc au niveau France, ça faisait mouche 3 fois sur 4. Pendant des années, ce chargé d'affaires venait régulièrement en France. Il rencontrait ses clients dans des hôtels ou lors des événements organisés par UBS. Sa clientèle, beaucoup de professions libérales. Il gérait des fortunes allant jusqu'à 50 millions d'euros. Pour ses voyages, il était équipé d'un matériel très adapté, capable en cas de problème de faire disparaître toute trace de son travail. Le plus risqué, c'était les passages aux frontières. Quand vous rentriez en Suisse, quelles étaient les précautions à prendre? En tant que conseiller, passer la frontière, si possible, toujours le plus discrètement possible. Donc on n'avait rien sur nous qui nous stipulait comme faisant partie d'un établissement bancaire. Par contre, sur place, on pouvait, via un ordinateur portable que l'on avait, charger des documents propres à la banque, que ce soit des documents d'ouverture, des propositions, enfin vraiment tout ce que l'on voulait, un bureau finalement à domicile, comme à domicile. Et on proposait tout cela. On chargeait sur place, moyennant une clé de codage. Et puis avant de repartir en Suisse, on détruisait tout, on vidait l'ordinateur. Comme ça, le jour où les douaniers prenaient connaissance de notre ordinateur, il était entièrement vide. Chacun de ces banquiers furtifs pouvait avoir plusieurs dizaines de clients français. Le nombre de comptes cachés appartenant à nos compatriotes est donc vraisemblablement très important. C'est sans doute de plusieurs milliers. Au niveau suisse, si on parle d'avoir au-delà des 250 000 euros, on est facilement aux alentours des 15-20 000 personnes, sans aucun problème. Au niveau des montants, ça vous fait à peu de choses près, vous êtes largement dans plusieurs dizaines, bien quelques dizaines de milliards. On y est sans aucun souci. D'après nos calculs, pendant une dizaine d'années, les Français clients d'UBS auraient ainsi dissimulé au fisc près de 20 milliards d'euros. Comment rentrer en contact avec certains de ces fraudeurs? Nous avons repris les documents internes à la banque UBS et à force de les éplucher, de passer des coups de téléphone, quelques-uns de ces Français ont fini par reconnaître qu'ils s'étaient pris au jeu des banquiers suisses. Et c'était presque un jeu d'enfant. Il a fallu masquer leur identité pour qu'ils nous parlent un tout petit peu. Il y a celui qu'on appellera Jean-Michel. C'est un visage connu de la télé-réalité. Vous avez été donc client UBS pendant combien de temps? 2 ans. 2 ans, d'accord. Vous confirmez donc cette information qui consiste à dire que des clients UBS comme vous étaient orientés vers la Suisse, quoi, clairement. Disons que c'était une façon principale de se détourner.
de l'État. Oui, c'était une manière d'échapper au fisc français, de placer de l'argent à l'étranger. Tous les chanteurs et tout, ils ont des comptes à Londres, ils ont des habitations à Londres ou à Los Angeles. Donc voilà, bon courage. Ouais, c'est dingue. Tout le monde en France est content. Puis voilà. Il y en a un autre aussi qui nous a parlé. On l'appellera Gérard. C'est un chef d'entreprise. Lui a travaillé dans le commerce international. Et dans ce milieu, à l'entendre, cacher son argent en Suisse était une pratique courante. Cela permettait d'abriter les commissions versées lors de la signature de juteux contrats, autrement dit, des pots de vin ou des bakchiches. Comprenne une chose. Oui, il y a de l'UBS dans cette affaire. Oui, il y a une ligne jaune qui a été franchie à une époque. Sachez que dans le commerce international, à une certaine époque, on n'obtenait pas des contrats avec des petits pots de confiture. C'est des histoires qui sont liées à des bakchiches sur des affaires internationales en Afrique à une certaine époque. Voilà. Depuis, Gérard a été rattrapé par le fisc et entendu par les enquêteurs de l'affaire UBS. Et il est persuadé qu'il ne sera pas le seul. Et puis l'affaire UBS va être une grosse affaire. Les chefs d'entreprise qui, à une époque où, je dirais, en Afrique et ailleurs d'ailleurs, des business ne pouvaient se faire qu'en rémunérant des intermédiaires et que, bon, il fallait trouver des solutions. Il y en a combien? Des milliers, monsieur. Dans votre cas? Il y a des milliers. L'enquête est en cours. En juin dernier, la banque a été mise en examen pour démarchage illicite. Déjà 353 noms, 353 comptes suspects ont été identifiés par les magistrats. Pour recouper ces informations, les Français ont besoin de l'aide des Suisses pour aller au bout de cette procédure. Il y a 10 mois, ils ont adressé une vaste demande d'entraide administrative concernant ces 353 noms. La requête est arrivée ici, à Berne, dans ce service du ministère des Finances. Alors, on peut se mettre... Sa porte-parole est chargée de nous rencontrer pour nous délivrer un message, et un seul. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le ministère des Finances souhaite dire aux autorités françaises? Bon, la Suisse a changé, elle a pris conscience que le monde avait changé aussi. Et la politique de la Suisse est claire en matière de marché financier. Les fonds non fiscalisés n'ont pas leur place en Suisse. Et le secret bancaire n'est pas là non plus pour servir à protéger les abus. Les comptes cachés des Français ici en Suisse, c'est terminé. Cette époque est terminée. Cette époque-là est terminée. Les choses changent. Il faut bien entendu que la législation change aussi, que l'on prenne les mesures adéquates, mais c'est dans cette voie-là que la Suisse est engagée depuis fin 2009. Et donc la Suisse va répondre favorablement aux demandes d'entrée administrative sur justement ces 353 noms de clients français suspectés d'avoir des comptes ici. Est-ce que vous pensez que ça va faire partie du changement justement? Ça, je peux pas. Vous pouvez pas répondre là-dessus. Ça, je peux pas répondre encore une fois. C'est pas la chose à nous c'est pas à nous de commenter ce genre de choses. Depuis, nous avons vérifié. La Suisse n'a pas, pour l'instant, répondu aux demandes françaises, se retranchant toujours derrière le secret bancaire. Comme quoi, malgré le discours officiel, la transparence totale n'est peut-être pas encore pour tout de suite. Sur cette affaire, nous avons tenté d'interroger à plusieurs reprises les représentants d'UBS, en France, mais aussi en Suisse. Mais pour seule réponse, nous recevrons ce courrier. La banque dément les accusations de fraude et de pratiques illicites décrites par ses anciens salariés, qualifiant ces révélations d'accusations non fondées. Au terme de notre enquête, une autre question reste encore en suspens. Peut-on réellement affirmer que les fraudeurs français ne sont plus vraiment les bienvenus au bord du lac Léman? À Genève, nous retrouvons notre restaurateur Xavier de Namur. Et avec lui, nous allons pouvoir constater qu'il existe encore quelques établissements prêts à accueillir de l'argent non déclaré. Le restaurateur n'entre pas dans une banque, mais dans une société fiduciaire. Une société d'investissement qui gère votre patrimoine et qui présente l'immense avantage de faire disparaître votre nom. J'ai l'idée de trouver une solution pour minorer
si c'est possible, l'impôt? Il y a plusieurs solutions. Donc, soit on vous ouvre un compte puis vous débrouillez comme ça. On peut aussi faire des contrats de fiducie, c'est-à-dire que si vous amenez un portefeuille ou du cash, n'importe quoi, en fiducie, ce qui se passe, c'est que les biens sont au nom de la fiduciaire, donc le bénéficiaire économique est la fiduciaire. Jusqu'à ce que vous récupérez les biens, vous redevenez bénéficiaire économique. Donc c'est un avantage, c'est que c'est beaucoup plus discret qu'une banque. Ça, j'ai une garantie que ça, ils vont pas remonter jusqu'à moi à travers votre compte fiduciaire. On ne reçoit pas les notifications des banques où ils disent on cherche monsieur machin. Par contre, je sais pas, vous êtes marié et votre femme sait que vous avez un compte ici, vous engagez qu'elle vos impôts en disant je sais que mon mari a un compte à la fiduciaire, machin, on fait du ci, il a mis là-bas 2 millions d'euros. Donc si c'est une demande spécifique comme ça, on est coincé. À condition de ne pas avoir de problème de couple, placer de l'argent au sein de cette société fiduciaire permet plus facilement de ne pas le déclarer au fisc français. Et pour rapatrier de France l'argent en espèces que Xavier de Namur veut placer ici, cela ne semble pas non plus poser de problème, à condition que ces versements soient limités. Concrètement, comment je fais pour j'amène les espèces? Alors, on peut travailler sur le cash que vous avez à Paris petit à petit pour les transporter. Maintenant, on ne fait pas des transactions de plusieurs millions à la fois, donc on peut pas, je peux prendre 10 millions à Paris et dire je vais les livrer demain ensuite, je peux pas faire ce genre de truc, on ne sait pas faire. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que je peux avoir besoin de 100 000 ou 200 000 à Paris, des choses comme ça. En seulement 2 rendez-vous, Xavier de Namur a obtenu la promesse de pouvoir cacher de l'argent en Suisse. Nous ne donnerons pas suite. Selon nos informations, ces sociétés fiduciaires connaîtraient en ce moment un vrai succès. Il n'est peut-être pas totalement révolu, le temps des petites valises qui traversent les frontières. Le temps des valises et des mallettes de billets ne serait donc pas totalement terminé, c'est ce que vous venez de dire, Arnaud, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce qu'on a une idée de ce que représente la fraude fiscale en France? Bien sûr, j'imagine qu'il n'est pas possible d'avoir un chiffre précis, mais est-ce qu'on a une idée de la masse que cela représente? On parle d'une somme qui oscille entre 60 et 80 milliards d'euros par an qui échappent aux caisses de l'État. C'est à peu près 20% des recettes de l'État, donc c'est énorme la fraude fiscale. Alors le temps des valises n'est peut-être pas révolu. Effectivement, chez les responsables de cette société fiduciaire chez qui nous nous sommes invités, on nous a révélé que la majorité de la clientèle était bien française. Et selon une note confidentielle que nos confrères du Parisien ont révélée, les douanes ont sorti une note qui donc nous informe que le nombre de saisies de cash a été record au premier trimestre 2013, en hausse de plus 518% par rapport au premier trimestre 2012. Et les douaniers notent que ces saisies, en plus, sont des saisies records avec des montants de plus en plus élevés. Donc oui, il y a un phénomène en recrudescence. Le cash se porte bien. Oui. Alors Arnaud, vous avancez le chiffre d'1 millier de contribuables français qui ont choisi ces tout derniers mois de régulariser, 1100 qui ont choisi de régulariser leur situation fiscale après avoir caché de l'argent. Alors est-ce que ce chiffre représente beaucoup et qu'est-ce que le gouvernement veut faire pour les faire revenir? Alors ce chiffre, effectivement, c'est un mouvement réel. Il y a des Français qui rentrent en ce moment en France pour se régulariser. On a rencontré plusieurs avocats fiscalistes qui nous confirment cette tendance. Ils ont beaucoup de travail en ce moment. Oui, beaucoup de travail. Ce qui nous disent, ce qui se passe en ce moment sur les bords du Léman, c'est que les Français titulaires de comptes cachés sont un peu pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, le marteau, les banques suisses aujourd'hui leur disent attention. On ne pourra plus vous accueillir longtemps car il va falloir que on coopère avec la communauté internationale et que donc régularisez votre situation auprès du fisc français. De l'autre côté, la France durcit les sanctions contre les fraudeurs en ce moment. Une loi est à l'étude, elle devrait être adoptée d'ici à la fin de l'année pour alourdir les sanctions financières contre ces fraudeurs fiscaux. Donc la stratégie du gouvernement actuellement, c'est quoi? C'est dire, chers fraudeurs français, si vous êtes en Suisse, il est grand temps de revenir. Il vous reste quelques semaines, quelques mois avant que la loi beaucoup plus dure ne vous sanctionne plus durement. Dépêchez-vous. Exactement. Et ça semble fonctionner, oui. Merci pour ces informations. Bonsoir. C'est la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde après le sida, la tuberculose. En France, le nombre de cas n'a cessé de régresser ces dernières années. Mais dans le même temps est apparue une autre forme de la maladie qui, elle, progresse. La tuberculose multirésistante, voire ultra-résistante. Elle demande une prise en charge lourde, opération, nombreux mois d'hospitalisation, traitement difficile à supporter, un casse-tête médical. Mais les malades, soignés en France, pour la plupart, guérissent.
Ce n'est pas le cas dans d'autres pays comme ceux d'Europe de l'Est. Le taux de mortalité y est élevé. Alors, des malades tentent le voyage de la dernière chance. Se faire soigner en France est leur seul espoir de survie. Depuis 2 ans, ce sont des Géorgiens pour la plupart. Certains entrés illégalement qui frappent aux portes des hôpitaux français. Regardez notre enquête en France et en Géorgie. Un document saisissant d'Alexandra Degnaud, Irma Iranidze et Mathieu Niewenglovski. Alexandra répondra aux questions de Guylaine sur ce plateau. Ces derniers mois, les médecins de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris passent beaucoup de temps au téléphone. Sur la Pitié-Salpêtrière, on va voir un patient qui est tuberculeux, qui est géorgien. Vous êtes interprète en géorgien, c'est ça? D'accord, super. Alors je vais juste vous demander de patienter, je vous demande d'attendre le temps qu'on mette tous le masque et qu'on rentre dans la chambre. Je vous remercie. Depuis 1 an, le service de pneumologie infectieuse traite une quinzaine de patients atteints de tuberculose. Tous sont géorgiens. Le personnel soignant doit se protéger avant de passer dans les chambres. Bonjour. Une précaution contre les risques de contagion. Les patients sont atteints d'une forme multirésistante de la maladie, voire ultra-résistante, c'est-à-dire qu'ils nécessitent jusqu'à 36 mois de traitement sans certitude de guérison. Est-ce que vous pouvez lui demander comment il se sent, s'il vous plaît? Oui, bien, merci. Donc vous pouvez lui dire qu'on lui refera des contrôles de ses examens de crachat pour voir si le traitement marche. L'obstacle du langage est un problème de plus à régler pour le chef de clinique. Tout est compréhensible, merci. Eh bien, merci beaucoup. Tout est plus long pour leur expliquer, tout est dépendant d'un traducteur, soit comme ça, soit physiquement présent, ce qui n'est pas facile à avoir. Et comme il y a beaucoup de consignes à leur faire passer, au moins au début de leur hospitalisation, voilà, ça nous prend plus de temps, quoi. On peut voir sa radio. La tuberculose, qui semblait appartenir à une autre époque, est aujourd'hui la maladie la plus meurtrière du monde après le sida. Plus inquiétant, elle fait un retour sous ses formes les plus résistantes aux médicaments. Une bactérie, le bacille de Koch, en est à l'origine. Elle se transmet par voie aérienne et s'attaque le plus souvent au poumon en le rongeant de l'intérieur. Il faut du sirop pour la toux? Ça va. Depuis la veille, le centre d'isolement de l'hôpital a atteint sa capacité maximum d'accueil. 7 malades. Ces Géorgiens ont souvent un lien de parenté. Chambre 8, où on a pris en charge l'été dernier son cousin. Chambre 14 et chambre 7, 2 frères, tous les 2 atteints de tuberculose pulmonaire, contagieuse et quasiment ultra-résistante. Les frais d'hospitalisation sont pris en charge par l'administration française. Bonjour. 1 000 € par jour et par patient. Ça va? On va regarder le prix d'une vie sauvée. Ouais, c'est pas mal, hein, effectivement. À son arrivée, ce patient a dû subir une ablation partielle des poumons. Monsieur, il était arrivé il y a déjà plusieurs mois avec un état général très altéré, des lésions pulmonaires assez évoluées déjà. Il serait mort s'il n'était pas venu en France, ce monsieur, vous pensez? C'est sûr que, oui, il courait un risque vital à plus ou moins long terme, effectivement. Oui. Après 1 an de traitement, on m'a dit « c'est foutu, on ne peut pas vous guérir, il n'y a rien à faire ». Et ils m'ont proposé de rentrer dans un service d'accompagnement vers la mort. Mais j'ai répondu que je ne voulais pas baisser les bras. Après, j'ai demandé à droite, à gauche, et un ami m'a dit qu'en France, on a de bons résultats et de très bons spécialistes. J'ai payé 5 000 € pour avoir un visa illégal. C'était ma dernière chance. Pourquoi ces patients ont-ils choisi la France pour être soignés? Leur pays, la Géorgie, n'a-t-il pas les moyens de les traiter? Et comment sont-ils arrivés jusqu'aux portes des chambres de cet hôpital parisien? Les jours passent et ne se ressemblent pas à la Pitié-Salpêtrière. Aujourd'hui, c'est un problème de discipline que le personnel soignant doit régler avec les patients géorgiens. Chaque jour, il rappelle les règles, comme l'interdiction de fumer à l'intérieur du bâtiment. On est en train de fumer à une toilette là. Ou comme la défense de circuler en dehors du secteur hospitalier pour éviter les contagions.
Ah, il est pas dans sa chambre? Il a dû descendre fumer. Bon. Il doit être en bas. Il doit fumer en bas. Il est descendu fumer, il va remonter. Je suis descendue voir, mais... Ils sont au courant qu'ils n'ont pas le droit de sortir? Oui, on leur a expliqué déjà, tout à fait. Ils comprennent ça? Ben, on l'espère. Nous suivons l'un des patients dans les jardins de l'hôpital. Il s'appelle Zakro, il a 25 ans. Tuberculeux multirésistant depuis 2 ans, il ne supportait plus son traitement en Géorgie. Aujourd'hui, il va tellement mieux qu'il s'autorise même quelques escapades. Parfois, je sors. Paris est une très belle ville. Je suis curieux, je visite les musées. Je suis même monté sur la Tour Eiffel. Mais vous n'avez pas peur de contaminer les gens? Oui, si, mais je fais attention. Je porte mon masque pour ne pas contaminer les autres. La précaution semble insuffisante, même si la tuberculose ne s'attrape pas si facilement. Pour venir en France, il s'est procuré un visa auprès de l'ambassade d'Italie, mais en trichant sur la procédure. Comment il l'a eu? Combien ça lui a coûté? Regardez, voilà mon visa. Il est officiel. J'ai fourni tous les papiers nécessaires. En fait, j'ai payé 2500 € à une agence touristique pour qu'elle joue les intermédiaires et fasse accepter mon dossier. Ces 2 dernières années, des dizaines de Géorgiens sont arrivés sur le sol français, clandestinement ou officiellement. Tous les tuberculeux géorgiens qui sont à l'hôpital chez nous ne pensent qu'à une chose, ils rêvent tous de venir ici se faire soigner en France. Le voisin de chambre de Zakro s'appelle Djemal. Lui a un autre rêve, celui de faire venir sa famille malade restée en Géorgie. Il a contaminé sa femme et ses 2 enfants. Il regrette aujourd'hui d'être parti sans eux. Il y a urgence. Mon plus jeune enfant a dû arrêter le traitement à cause des allergies. Je suis très inquiet pour mes 2 enfants. Le voyage, les bagages, ma femme, par où les faire passer. C'est tellement difficile. Je ne sais pas encore ni par où ni comment ça va se faire. Tout ça m'angoisse. Nous décidons de partir à la recherche de cette famille pour comprendre comment ces malades sont soignés chez eux, à plus de 3000 km de nos frontières. Et pourquoi certains malades préfèrent se détourner des hôpitaux géorgiens. Dans ce pays du Caucase, plus de 5000 personnes ont développé la tuberculose. C'est à Zugdidi, une petite ville à l'ouest du pays, dans un immeuble délabré, que nous retrouvons la trace de la famille. Bonjour, entrez. C'est la mère des enfants, Lika, qui nous ouvre la porte. Elle vit dans un petit 2 pièces prêté par des proches avec son fils de 3 ans, Sandro, et Irma, sa fille âgée de 8 ans. Ils ne sont pas contagieux à ce stade. Regarde, ta sœur va te lire l'histoire du poisson. Ils sont atteints de tuberculose multirésistante. Ils ont fui l'Abkhazie, une région voisine, pour accéder à un traitement plus efficace. Mais leur mère a préféré tout arrêter. Mon petit était détruit par les effets secondaires. Il avait des troubles nerveux, il ne mangeait plus. Il a fallu ajouter de nouveaux médicaments pour protéger les reins, le foie, la peau, parce que tous les organes étaient touchés. Au bout de 6 mois, on a fait des examens et nous n'avons constaté aucune amélioration sur les radios. Pendant ce temps, mon fils était infesté de mycoses. Il n'arrivait même plus à faire pipi, ni à respirer tellement son nez était bouché. Ce ne sont pas des médicaments, c'est du poison. Je sais de quoi je parle. Lika est décidée à emmener Irma et Sandro en France, coûte que coûte, et contre l'avis des médecins géorgiens. Ce matin, elle a rendez-vous avec la pédiatre des enfants au centre antituberculeux de la ville. Elle veut récupérer leurs dossiers médicaux avant son départ.
Bon, c'est vrai qu'il y a eu des phases difficiles, dures, on ne va pas le nier. Je suis d'accord avec vous. Mais ensuite, les enfants s'étaient habitués aux médicaments et au final, ils les supportaient plutôt bien. Mais vous savez très bien les effets de ces médicaments sur les enfants. À quel point c'est insupportable. C'est de ça dont il s'agit. Il faut dire les choses. Quand un adulte avale ce médicament, il ne peut même pas se tenir debout. Mon mari, en tout cas, il n'y arrivait pas. Alors, pour des enfants, est-ce que vous imaginez? En tout cas, je pense quand même qu'il aurait fallu continuer, au moins jusqu'à la date de votre départ. Mais cela n'avait aucun sens. Si, Lika, cela a tout son sens. Un sens que nous allons découvrir en montant à l'étage de ce dispensaire. Les médecins nous conduisent vers la section des tuberculeux qui ont baissé les bras. Ceux qui abandonnent leur traitement aggravent presque toujours leur pathologie. Je vais vous montrer un patient qui a interrompu 2 fois le traitement. C'est la 3e fois que nous le reprenons. Son état est très grave. Comment ça va? Ça peut aller. Tu te sens mieux? Oui. Il va relativement mieux. Ça fait 15 jours que nous l'avons. Quand il est arrivé, il avait des escarres partout. Pourquoi tu as interrompu ton traitement? C'était trop dur, c'est ça? Oui, tous les jours j'appelais les urgences. Les médicaments te faisaient trop souffrir, c'est ça? Oui. Il faut dire que c'est un traitement très dur, très pénible. J'insiste sur ce point. Les patients prennent énormément de médicaments qui ont des effets secondaires. On essaye de traiter ces effets, mais on n'y arrive pas très bien. Le traitement est particulièrement difficile à supporter. Un quart des patients renoncent à aller jusqu'au bout. Mais les hôpitaux français, eux, sont réputés pour bien gérer les effets secondaires. Alors Lika se rend une dernière fois dans l'école de sa fille pour lui permettre de dire adieu à ses camarades. C'est vrai que je suis triste, mais elle restera pour toujours au fond de mon cœur. Elle a un bel avenir là-bas, et ça me console. Visiblement, tout le monde ignore que Irma est malade de la tuberculose. Tu veux faire une photo avec tes amis? Ici, chacun est convaincu que la petite fille, réputée excellente élève, a été admise à poursuivre ses études en France. Vous m'appelez pour me donner des nouvelles de sa réussite, d'accord? Merci beaucoup. Ils ne savent rien et j'ai rien dit, pour que mes enfants ne soient pas rejetés par les autres. Si j'en avais parlé à la maîtresse, elle aurait pu faire des indiscrétions. Ensuite, la nouvelle se serait répandue. Même si nous ne sommes pas contagieux, c'est impossible de convaincre les gens que ce n'est pas dangereux pour eux. Lika a pensé à tout avant de partir. La traduction des dossiers médicaux, les cartes de réfugiés. Il ne lui manque que l'essentiel, un visa pour la France. Parviendra-t-elle à l'obtenir ? Nous la retrouverons dans 2 jours. L'exil de certains malades est vécu comme une humiliation par les autorités géorgiennes. Nous avons voulu savoir si le pays pouvait lutter contre cette maladie. Nous nous rendons à Tbilissi, la capitale, dans le tout nouveau Centre national contre la tuberculose. On peut rentrer? Nana Kiria, la directrice, veut nous montrer que la Géorgie sait prendre en charge ses malades. Voici notre meilleur chirurgien orthopédiste. Il fait des opérations uniques ici et dans toute la Géorgie. Bonjour. Avec le soutien du Fonds mondial contre la tuberculose, la Géorgie investit 6 millions de dollars par an dans son programme de lutte contre la maladie. Les médicaments sont distribués gratuitement dans tout le pays et durant plus de 30 mois si nécessaire. Voilà, nous passons dans cette zone fermée. Elle est réservée aux patients tuberculeux ultra résistants et vraiment contagieux. Allez, entrez. Ah, ça sent la cigarette. Même si Nana Kiria ne parvient pas à discipliner tous ses patients, elle considère que les résultats sont là. Elle tient à nous présenter Tamaz, l'un de ses malades. Tu as bonne mine et tu as pris du poids.
Tu as vraiment l'air d'aller mieux. Au début, je détestais prendre les médicaments, ça me dégoûtait. Parfois, je vomissais rien qu'à la vue des médicaments. Maintenant, je prends tout. Les infirmières m'encouragent. Des médecins bien formés, des médicaments à volonté et des patients qui guérissent. En 15 ans, le nombre de cas de tuberculose a été réduit de moitié en Géorgie. Et pourtant, aujourd'hui encore, la directrice doit faire face à des patients impatients de faire leur valise. Bonjour madame, j'ai l'intention d'aller en Europe et notamment en France. À qui je dois m'adresser parce qu'on ne nous laisse pas partir là-bas? L'irruption de ce malade embarrasse le docteur Kyria. Finalement, elle nous fait une confession. Oui, c'est vrai que nous avons des patients qui veulent aller en France. Mais il faut que je vous dise une chose. Ce sont surtout d'anciens prisonniers. Ce sont eux qui visent la France. En majorité. D'anciens prisonniers, souvent atteints par les formes les plus résistantes de la maladie. Comme Oleg, qui suit un traitement depuis 17 mois et qui trouve le temps long, sachant qu'il ne guérit toujours pas. Je suis très bien renseigné. Je suis en contact avec un patient hospitalisé en France. Je l'ai contacté par Skype, par Internet. On se connaît très bien. Il m'a affirmé que tu peux être sur pied en 6 mois là-bas en France. On est très bons amis vu qu'on a partagé la même cellule en prison pendant 8 ans. La France, Eldorado de la guérison. Cette conviction se forge-t-elle dans les prisons géorgiennes et pourquoi? Les prisons ont servi pendant longtemps de foyer de prolifération à la maladie. Un membre du gouvernement nous conduit derrière les murs de cet hôpital-prison, vitrine de la lutte contre la tuberculose en Géorgie. Voici le vieux bâtiment pour les tuberculeux, une relique de l'ère post-soviétique. Les conditions y étaient trop mauvaises et on a décidé de les déplacer là-bas dans le nouveau bâtiment. Un bâtiment flambant neuf, exclusivement réservé aux tuberculeux. Dès notre arrivée, nous demandons à rencontrer certains des 120 détenus vivant ici. Seul Mamouka accepte. Il se présente comme un prisonnier politique. Selon lui, la guérison est garantie en France. On a vu à la télé un reportage qui parlait de ça. Moi, dès que je sors d'ici, j'ai l'intention de suivre un traitement à l'étranger. Je fais faire des analyses en Géorgie et ensuite, je viens en France pour être suivi. Et après, je verrai bien ce que je ferai. Mais pour l'instant, ce prisonnier n'est pas mécontent d'avoir été transféré dans cet hôpital-prison. La nourriture est meilleure, les promenades bien plus longues, les cellules bien plus propres que dans les geôles ordinaires de Géorgie. Voilà comment ils vivent. Des conditions tellement privilégiées que certains détenus sont prêts à tout pour être admis dans ces murs. C'est ce que va nous révéler cette infirmière qui côtoie des prisonniers depuis 30 ans. Les prisonniers utilisent le crachat sec d'un malade. Et juste avant les analyses, ils le glissent dans la bouche ou dans une cigarette pour nous faire croire qu'ils sont positifs. Mais quand on envoie les prélèvements au labo, on voit bien que c'est une supercherie. Tout le monde a du crachat en poudre dans la poche. Le problème, le danger, c'est qu'il y a une vraie probabilité de contamination. Il court un risque en jouant à cela. Seule certitude, les tuberculeux ultra-résistants sont de plus en plus nombreux en Géorgie. Et 95% d'entre eux ont un profil carcéral. Aujourd'hui, certains sont libres. L'État a gracié 9000 prisonniers en 2011. Oleg en fait partie, le malade que nous avions rencontré à l'hôpital de Tbilissi. Il se demande à quoi servent les 30 comprimés qu'il avale tous les jours consciencieusement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Avec quoi vous allez les prendre, vos médicaments? Avec du thé?
Je vous rappelle que ça fait déjà 17 mois que je prends ces médicaments. Bravo, ça veut dire que vous êtes persévérant. C'est très bien. Au fait, nous avons fait sa radio et le médecin l'a ausculté. Ok, on va voir ça en réunion et on va étudier son cas. Que se passe-t-il pour les malades qui ne donnent aucun signe de guérison? Qui décide de leur sort en Géorgie? Où sont-ils envoyés? Comme chaque vendredi, le docteur Kyria préside un conseil de sages. Nous allons passer au cas de Oleg. Il est né en 1949, il habite Tbilissi. Un collège de médecins, chirurgiens et bactériologues se réunit pour trancher sur les cas les plus graves. Bon, il résiste à tous les médicaments sauf un. Des hommes et des femmes qui ont la mission de classer les dossiers désespérés, dits incurables. Évidemment, ce n'est pas une décision facile à prendre. Mais on se repose sur des critères objectifs. Après, il faut savoir que ces patients-là sont dangereux pour la société. Nous devons donc les isoler pour éviter la contagion. Donc on les envoie au sanatorium d'Abastoumani, où nous disposons d'un département de soins palliatifs. Abastoumani, la dernière destination des malades déclarés incurables. À 500 km de la capitale, au milieu des montagnes géorgiennes, se dresse un bâtiment fantôme. L'air y est pur, mais les hivers sont rudes. Et les murs sont aussi décrépits que l'espoir de ceux qui s'y retranchent. Le bâtiment sert d'hôpital pour les tuberculeux sous traitement et d'antichambre de la mort pour les incurables. Une catégorie de patients bien à part. Ils sont cadenassés de l'autre côté de cette porte, au bout d'un grand couloir. Pourquoi vous les enfermez? Eh bien, pour qu'ils ne se mélangent pas aux autres. De la prison à l'hôpital et de l'hôpital au mouroir, les hommes que nous apercevons ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Comme Vadia. Il est ici depuis 3 mois. Ses seules compagnes sont la colère et l'amertume. Grâce au travail magnifique des autorités pénitentiaires et sanitaires, nous voilà, nous, les incurables. Mais moi, je vais vous dire une chose. La plupart de ceux qui arrivent en France partent de ce maudit couloir. Quant à ceux qui restent, ils ne pensent qu'à fuir, trouver n'importe quel moyen pour rejoindre la France. Ici, on n'attend que la mort. Combien d'entre eux sont partis en France? 8 ou 9 sont partis en France. Et parmi les 9, 5 étaient en soins palliatifs. Attention, parce que ça, ce sont ceux qui sont déjà en France. Mais il faut aussi compter tous ceux qui sont en train d'acheter des visas au noir ou de trouver d'autres moyens. Le pire, c'est qu'il y a des ultra-résistants qui devraient être ici et qui ont filé. Ils côtoient les autres alors qu'ils sont contagieux. Ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Il faut ça pour qu'on s'intéresse à nous? Ce médecin n'a pas le cœur de décourager les malades qui veulent partir. Depuis 40 ans, elle les voit mourir sans rien pouvoir faire. Jamais je ne me permettrai de les empêcher de partir, de leur dire « ne bougez pas d'ici ». On leur a supprimé leur traitement. Il ne leur reste que l'espoir. Dans ces couloirs plane une rumeur insistante. Il existerait en France un remède miracle, un antidote à la mort. Pour la première fois depuis le début de notre voyage, des médecins géorgiens évoquent concrètement cette hypothèse. Eux-mêmes s'interrogent. Il y aurait un nouveau médicament. On va nous le donner ou pas? Certains disent oui, d'autres disent non. Il y a forcément quelque chose de mieux chez vous, de plus perfectionné. On veut savoir ce qui se passe. Ou alors c'est qu'on nous prend pour des sous-développés.
On n'a pas le droit aux mêmes médicaments que vous, c'est ça? La France disposerait-elle vraiment d'un nouveau médicament? Depuis près de 40 ans, l'industrie pharmaceutique n'a fourni aucune nouvelle molécule. Alors que toutes les 20 secondes dans le monde, un homme meurt de cette maladie. Mais il y a du nouveau. Nous le découvrons en retournant à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Nous y retrouvons l'équipe soignante en compagnie de son chef de service, le professeur Bricaire. Depuis plusieurs mois, il a introduit dans les traitements un médicament qui permet de guérir les cas les plus désespérés. Le TMC, il est là. C'est précisément ce médicament que vous avez dans la main que les Géorgiens viennent chercher en France. Alors, en tout cas, c'est celui qu'on utilise comme nouveau médicament qui vient compléter l'arsenal thérapeutique pour essayer de lutter contre ces BK multirésistants. Il nous est particulièrement essentiel puisque globalement, pour certains malades, rien ne fonctionne correctement et par conséquent, il nous faut vraiment une nouvelle molécule. Donc aujourd'hui, ce médicament, il n'est pas encore accessible à tous. Pourquoi ? Non, vous savez que les médicaments, et ça nécessite des périodes de développement extrêmement longues, donc des études. Donc vous voyez, ce médicament, il n'a même pas encore de nom, puisqu'il a une immatriculation, TMC. Là, on est dans une nécessité de traitement qui impose, sur le plan humain, d'avoir à disposition cette molécule. Donc, c'est pour sauver des vies, tout simplement. Absolument. Un médicament encore en phase de développement. 130 patients dans le monde ont pu en bénéficier à titre exceptionnel. La mise sur le marché de ce remède inespéré dépend en grande partie de l'Agence européenne du médicament qui doit valider la découverte. Average industry-wide figures. L'industrie du médicament met environ 13 à 14 ans pour sortir un traitement. Ça peut paraître long. Et les patients nous demandent pourquoi on ne peut pas avoir ces médicaments plus vite. Nous sommes dans une situation désespérée. Mais d'un autre côté, nous ne devrions pas oublier que les patients ont le droit d'avoir des médicaments bien testés. On a souvent vu par le passé un grand nombre de médicaments susciter trop d'optimisme. S'il est validé, le médicament ne sera pas distribué avant plusieurs mois, peut-être plusieurs années. En attendant, les malades continuent à traverser les frontières. Nous retrouvons Lika et ses enfants qui ne supportent pas les effets secondaires provoqués par le traitement géorgien. Elle n'a toujours pas de visa pour partir en France. Comment comptez-vous vous y prendre? J'avais l'intention de solliciter l'ambassade de France, mais on m'a dit que je n'avais aucune chance. Donc j'ai l'intention de passer par la Biélorussie pour entrer en Pologne. Comme les enfants sont avec moi, j'augmente nos chances. J'espère qu'on pourra passer les frontières. Se présenter sans visa aux portes de l'Europe, le projet paraît irréalisable. Tu vas m'emmener avec toi, maman? Bien sûr, je t'emmène. Mais les enfants sont prêts. Tu as envie de partir en France? Oui. Quand je prendrai leurs médicaments, je n'aurai plus cette maladie. Et pour ça, je suis très heureuse de partir. Ce voyage en Europe, ça t'inquiète? Oui, ça me fait peur de voyager. Avec 2000 € en poche prêtés par sa famille, Lika et ses enfants prennent le chemin de l'Europe pour tenter leur chance. Ce voyage commence sur le vol Tbilissi-Minsk pour rallier la Biélorussie. Les Géorgiens peuvent s'y rendre sans visa. Ensuite, le train. Il les conduit tout droit vers la frontière polonaise. Mais il conduit aussi Lika au-devant de ses responsabilités et de ses doutes. Ce qui m'angoisse le plus,
c'est que nous soyons obligés de faire demi-tour. Ce serait un échec sur toute la ligne. Car tout le monde sait que la maladie durcit quand on arrête les médicaments au bout de 6 mois. Et c'est moi qui ai fait stopper le traitement des enfants. C'est encore moi qui ai tout organisé pour les faire sortir de Géorgie, afin qu'ils reçoivent un meilleur traitement. Je sais que je leur fais courir un risque avec ce voyage. Dernière étape. Un court voyage, 10 minutes à peine, toujours en train, pour arriver à la ville frontière de Terespol, en Pologne. Dans le wagon, Lika n'est pas seule. D'autres Géorgiens tuberculeux tentent, eux aussi, ce voyage de la dernière chance. Mais les gardes-frontières polonais n'ont aucune raison de les laisser passer. Veuillez sortir. À l'arrivée du train, ils contrôlent les passagers. Mettez-vous là, de ce côté. Nous laissons Lika et ses enfants sur le quai de cette gare. « 24 heures plus tard, c'est la surprise. Grâce à son statut de réfugié, Lika a convaincu les gardes-frontières polonais, dernier verrou avant Paris. Il ne lui reste plus qu'à traverser l'Europe pour toucher à son but. On vient d'entrer en France. Une ombre au tableau. Avec l'interruption de leur traitement, les enfants ont 2 chances sur 3 de développer une forme encore plus résistante de la maladie. Première question, Alexandra, est-ce que vous avez des nouvelles de ces enfants ? Oui, on est resté en contact avec leur mère. Ils ont été hospitalisés pendant 2 ou 3 semaines dans un hôpital parisien. Et les médecins lui ont confirmé qu'elle avait pris un vrai risque en interrompant ce traitement qu'il suivait en Géorgie, mais qu'au jour d'aujourd'hui, il n'avait pas lieu de se relancer dans un traitement. Le traitement géorgien, même interrompu, a produit des effets, donc ils sont en observation resserrée. Ils doivent venir en visite régulièrement pour qu'on puisse suivre l'évolution chez eux et éventuellement, en cas de rechute, pouvoir lancer un traitement. Pouvoir intervenir. Alors les autorités sanitaires françaises parlent d'une hausse inquiétante de ces cas de tuberculose résistante. Il y en avait 92 en 2012 et il y en avait moitié moins en 2010. Alors très concrètement, est-il possible d'être contaminé ? Alors, la tuberculose, ça ne s'attrape pas comme une grippe. À titre d'exemple, les médecins disent qu'il faudrait rester confiné pendant 8 heures d'affilée avec un malade contagieux qui tousse et qui éternue pour commencer à avoir un risque de contagion. Et puis, même quand on est infecté par cette maladie, on ne la développe pas forcément. L'hygiène de vie, la résistance physique joue un rôle de rempart très important. Est-ce qu'on peut, à proprement parler, de filière d'immigration ? Alors, pour ces malades. Une filière au sens trafic de clandestins avec des passeurs qui entassent dans des camions et des bateaux des centaines de migrants. Non, vraiment, moi, j'ai pas vu ça, en tout cas pas à ma connaissance. Ça se passe beaucoup plus au cas par cas, c'est du bouche à oreille, un frère, un oncle qui a été en Belgique, en Allemagne ou en France se faire soigner, qui a guéri et qui raconte qu'il a guéri. Et qui passe le mot. Et qui passe le mot. Et ensuite, chacun va s'organiser individuellement pour passer les frontières. Alors l'arrivée de ces patients en France a été révélée dans la presse en janvier dernier environ, avec polémique, avec une question. Est-ce que c'est à la France de prendre en charge ces patients ? Alors, pendant ce reportage, moi, j'ai rencontré aucun médecin qui aurait laissé un de ses malades mourir sur le palier des hôpitaux. Et la France, de par la loi, est tenue de prendre en charge ces malades qui sont en danger de mort et, qui plus est, sont contagieux. C'est une question sanitaire, tout simplement. Même si la contagion, le risque est minime. Mais voilà. La France se doit de les prendre en charge. Elle se doit de les prendre en charge. Et puis il n'y en a pas tant que ça au jour d'aujourd'hui. Par contre, il y a un problème qui se pose, qui est beaucoup plus global, qui est le problème du financement de la lutte contre cette maladie. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il lui manque environ 3 milliards d'euros pour lancer une politique de lutte efficace contre la maladie. Aujourd'hui, on peut trouver en Inde des cas de tuberculose
totalement incurable, qui résiste à toutes les formes de médicaments. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, il y a des migrations, des transports aériens, et si le financement ne se fait pas, on peut être face à une vraie bombe à retardement global. Merci Alexandra pour ces précisions. Merci. L'histoire que nous allons vous raconter maintenant a fait surgir un nom dans l'actualité l'hiver dernier, Spanghero. Rappelez-vous, c'est le nom de l'entreprise liée au scandale de la viande de cheval vendue pour du bœuf dans des plats cuisinés. Depuis, l'entreprise a été placée en liquidation et elle a trouvé un repreneur. Vous allez le voir, l'homme qui prend le risque de relancer l'activité est celui qui l'avait créé il y a 40 ans, Laurent Spanghero, âgé aujourd'hui de 74 ans. Lui qui avait vendu son nom avec son entreprise, peut-il réussir son pari? Et comment, désormais, garantir la qualité de ses produits aux consommateurs? C'est un reportage de Lionel Poussery et c'est Peggy Leroy qui a coordonné ce document qui répondra aux questions de Guylaine. Effacer son nom pour faire oublier le scandale. En plein cœur de l'été, l'homme qui décide de ce sacrifice si radical s'appelle Laurent Spanghero. Il a créé de toutes pièces cette usine. Ces machines, il les a installées une par une. Aujourd'hui, il ne se résigne pas à les voir à l'arrêt. C'est dramatique. C'est dramatique d'avoir un tel outil et de ne pas le voir tourner. À 74 ans, il tente un pari fou. Racheter sa propre entreprise et redonner vie à cette société qui n'a plus un seul client. Il en fait même une question d'honneur. Quelques mois plus tôt, le scandale de la viande de cheval est à son comble. Le nom Spanghero devient synonyme de tromperie. Laurent le patriarche, entouré de son clan, crie son indignation. Mais les enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire demain quand ils vont passer dans la rue? On va dire, c'est un Spanghero. Est-ce que vous vous rendez compte? Jusque-là, leur nom était plutôt synonyme de succès. Les Spanghero, des fils de paysans devenus célèbres sur les terrains de rugby et dans le monde des affaires. En 1970, Laurent monte une usine de plats cuisinés. Elle comptera jusqu'à 500 salariés. Cette entreprise, l'œuvre de sa vie, il la vend en 2009 à Lourbery. Laurent Spanghero n'est plus aux commandes de l'usine qui porte son nom quand éclate l'affaire. Le scandale l'oblige à sortir de sa retraite pour tenter de sauver son ancienne usine, ses salariés et sa réputation. Début juillet, il se donne moins de 2 mois pour redémarrer. Commence alors une course contre la montre qui va se jouer tout l'été. Allez, ok. L'histoire commence par une scène inattendue. Laurent Spanghero a le visage grave. Il pense devoir affronter la colère d'une partie des salariés, ceux qui ne font pas partie de son plan de reprise. Car sans aucun client, il ne peut pas garder tout le monde. Vous pouvez me laisser une table, s'il vous plaît? Voilà, vous allez vous asseoir à côté, voilà. Dans la salle, 240 employés. Ils ne seront bientôt plus que 95. J'appelle les gens et vous dites si vous êtes là ou pas, vous levez la main, s'il vous plaît. Ababou Amal, Aubrey Sylvie. Il appelle par ordre alphabétique ceux qui gardent leur emploi. Grailla Olivier, je t'ai vu. D'accord. Griot Brigitte. Étonnamment, les licenciements sont accueillis sans drame et en silence. Gilbert Alassé, je l'ai vu. Seuls ceux qui gardent leur emploi vont se manifester. Pas pour crier leur joie, mais pour se plaindre. Comme cette jeune femme. Elle aurait préféré être licenciée et toucher au moins 4 000 € de prime de licenciement. Bon, écoutez, je vous remercie et donc demain matin, 9h. À la fin de la réunion, elle va encore tenter de convaincre Laurent Spanghero de ne pas la garder. Le patron semble pris de court et se retranche derrière l'administrateur judiciaire. C'est lui qui a établi la liste des personnels licenciés.
Écoute-moi, quand l'administrateur logiciel, je lui ai dit, ceux qui veulent partir, je préfère que vous ne les mettiez pas. Non, mais là, donc, mettez-moi en congé sans solde pendant ce temps-là. Est-ce que c'est possible, ça? Moi, je ne peux rien faire. Hein. Oui. Nombreux sont les salariés qui ont demandé à partir. Et cette volonté de rayer Spanghero de leur vie a une autre explication, le sentiment d'avoir été trompé. Vous gardez votre emploi? Oui, mais bon, j'avais plus envie. On nous a tellement trahis pendant 5 mois. Donc, mais voilà, hein, c'est ça, moi. Le problème, c'est que c'est trahi. La confiance, je ne l'ai plus dans cette usine. Voilà. Ce sentiment de trahison vise l'ancienne direction et certains de leurs anciens collègues qui travaillaient de l'autre côté de la rue, dans ces entrepôts frigorifiques. C'est là où transitait la viande, là où les lots de cheval auraient été étiquetés viande de bœuf. Les responsables de l'unité ont depuis quitté l'entreprise. Marqués par le scandale, ceux qui restent sont complètement démotivés. Une difficulté supplémentaire pour Laurent Spanghero. Contre toute attente, un client est resté fidèle à l'usine de plats cuisinés. 6, 8, 10, 11, 21. Laurent Spanghero compte les palettes. Ça y est, 29 palettes. Ah, vous retrouvez le sourire alors. Leader Price lui a commandé du cassoulet. 9, 10, 11, 19. En tout, il y a 80 palettes. C'est un gros client. Il voudrait livrer au plus vite, mais pour l'instant, l'usine ne peut pas redémarrer. Il lui manque l'agrément sanitaire. L'administration ne lui a pas encore délivré cette autorisation indispensable. Vous pensez l'avoir, cet agrément aujourd'hui ou pas? Non. Alors, Laurent Spanghero a peut-être une idée. On va faire avec. Quitte à flirter avec la procédure. Nadine, elle n'est pas là. Dans les entrepôts, attendent 600 tonnes de boîtes de conserve, prêtes à être expédiées. La solution est donc à portée de main, à 2 détails près. D'abord, la porte ne s'ouvre pas. Vous allez où là, monsieur Spanghero? Non, là on a un problème parce qu'on a un moteur qui ne marche pas. Le portail est cassé. Mais surtout, le stock a été placé sous scellé par les créanciers de l'ancienne société Spanghero. La tentation est grande de le faire disparaître. Notre présence ne l'arrange pas. Non, ça... Ah bon, on fait pas ça? Ça ne... C'est pas pour vous, ça. Il casse le scellé, car à l'intérieur de l'entrepôt, il y a aussi de la marchandise qui lui appartient et qu'il voudrait récupérer pour livrer Leader Price. Pourquoi vous avez fait ça, en fait? Mais parce que dedans, il y a des produits qui sont gagés et des produits qui sont libres, que j'ai déjà achetés. Et donc, si je ne peux pas avoir accès, je ne peux pas travailler. Vous êtes dans une situation où vous êtes obligé à des moments de prendre des risques bien sûr. Bien sûr. De ce type-là, pour pouvoir relever votre entreprise? Mais oui, mais ça fait partie des risques que je prends tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que je baisse les bras tous les matins? C'est pas ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire fonctionner l'entreprise. Une fois le portail réparé, Laurent Spanghero pourra faire l'inventaire de ce qui lui appartient vraiment. Mais avec 200 000 € de salaire à payer chaque mois, un seul client ne suffit pas. Il va devoir vite en trouver d'autres. Et pour ça, il va s'entourer d'une nouvelle équipe. Ah, salut les gars. Ce matin, Laurent Spanghero accueille 2 nouvelles têtes. 2 hommes qui n'étaient pas là lors du scandale. Ouais, allez, on y va. Lui, ça va être le directeur de site de production, nouveau, puisque nous n'avons pas souhaité conserver ce qui était en place. La deuxième recrue est un ancien patron de PME qu'il a recruté pour son carnet d'adresses. Monsieur Antoine Gaille est notre directeur général, notre nouveau directeur général. Arrivé le matin même avec ses valises, le directeur général va immédiatement se mettre au travail. Sa mission, décrocher des rendez-vous parmi les enseignes de la grande distribution. Je vais appeler Carrefour, vous allez voir. Mais avant d'appeler les clients, c'est un fauteuil. Il y en a un qui a piqué la roue. Il faut régler quelques petits problèmes d'intendance. Ce détail réglé, il enchaîne les coups de fil. Et malgré l'affaire de la viande de cheval,
il est plutôt bien reçu. Nous recommençons sur des bases très saines. On est capable de faire des bons produits au bon prix. Voilà, je vous ai tout dit. Il arrive même à obtenir un premier entretien. Au plaisir, au revoir. Donc il démarre quand on veut, de suite. C'est qui la personne que vous avez eu au téléphone ? Leclerc. Il est prêt à repartir avec vous ? Allez, système humain là. 3 enseignes acceptent juste de le recevoir. Mais pour Antoine Gaille, l'affaire semble déjà conclue. Il doit même faire de la place dans son agenda. Normalement, je vais faire du vélo cette semaine avec des potes. Je vais me faire le Tourmalet, toi, j'ai marqué le Tourmalet. Ensuite, il s'empresse d'annoncer ses bonnes nouvelles à Laurent Spanghero. J'ai eu le gars de Système U. Oui. Ouais. Il m'a dit, écoute Antoine, quand vous êtes prêt, je viens, je vous référence. Bon. Avec un sourire conquérant, il annonce même un petit bonus, un rendez-vous chez le discounter Norma. Celui qui achète les plats cuisinés nous recevra à 17h30. L'idée de Norma est excellente. Ce qu'il faut, c'est que, évidemment, d'ici là, on prépare le dossier Norma, bien sûr. Hein. Norma et Système. Hein. Allez, ok, ça marche. Merci. Antoine Gaille y croit et part préparer des dossiers où le passé a été effacé. Grâce à un nouveau nom. Spanghero est mort, vive la Lauragaise. Une allusion au terroir local pour faire oublier le scandale alimentaire. Ça, c'est pour Carrefour, ça. Mais pas sûr qu'un changement de nom suffise à convaincre les clients de travailler avec lui. C'est vrai que vendredi soir, on sera soulagé si sur 3 clients, il y en a 2 qui votent. Bon, s'il n'y en a aucun, ça sera plus grave. Mais ça m'étonnerait qu'on revienne bredouille. Allez, ok, je vous laisse. Allez. En 48 heures, il va enchaîner 3 rendez-vous cruciaux. Pendant ce temps, à Castelnaudary, les ouvriers commencent à s'impatienter. Frédéric n'a pas pu emmener sa femme et ses 2 enfants en vacances. Il doit rester chez lui, prêt à reprendre le travail au cas où l'usine aurait besoin de lui. Mais depuis 15 jours, aucune nouvelle. C'est sur Internet qu'il suit la situation de la Lauragaise. Vous n'avez pas d'informations même sur ce qui se passe dans l'entreprise en ce moment ? Non. Il est très inquiet. D'autant plus que depuis le scandale, chaque mois, il perd de l'argent et c'est le seul salaire de la famille. C'est les bulletins de salaire de Spanghero. Les derniers ? Les derniers, celui-là date de juin. Et en juin, avec combien la paye finalement de votre mari ? 1032 €. C'est le dernier bulletin qui était complet, avant le scandale. Janvier, il touchait 1231. Donc en fait, oui, ça fait à peu près un peu plus de 200 € en moins tous les mois sur le salaire. 200 € en moins, 1/6 de sa paye. La conséquence du chômage partiel, car depuis 5 mois, Frédéric a passé plus de temps chez lui qu'à l'usine. 14, 15, 16, 17, j'ai 19 jours là. Sur combien normalement? Sur 25 jours? Sur 25 jours. Voilà. C'est du 27 au 21. Une situation qui remet en cause tous ses projets. J'ai envie de changer de maison et il faut vraiment que ça tienne parce que qui c'est qui va nous accorder un autre crédit? Si l'entreprise doit vivre 3 mois, je ne vois pas une banque nous prêter des sous pour un crédit d'une maison. Nous sommes à la fin juillet. Frédéric, comme la majorité des 95 salariés, n'a pas encore travaillé un seul jour. Et pour certains employés, l'heure du départ a déjà sonné. Dans l'usine, Antoine Gaille semble désemparé. Quelques minutes plus tôt, il a eu un entretien en tête-à-tête dans le bureau de Laurent Spanghero. Vous pouvez juste me dire ce qui se passe? Je suis licencié. Là, comme ça, brutalement? Non, il m'a proposé de me... C'est refait, s'il vous plaît. Laurent Spanghero n'a pas souhaité nous donner d'explications sur ce licenciement brutal. Il est content de moi, il sent ce qu'il faut faire, mais il entend tellement dire de mal de moi qu'il ne me garde pas. Dans l'entourage du patron, ils sont nombreux à s'être demandé si Antoine Gaille était le bon recrutement pour une société qui sort tout juste d'un scandale. Soupçon d'abus de confiance, garde à vue
Condamnation au prud'homme, le directeur général sort à peine de la faillite de son ancienne entreprise. J'ai fait une mauvaise affaire, j'ai faillite. Mais c'est tout ce qui est en faillite. J'ai tué personne. Avec ce départ, Laurence Panguero se retrouve seule à la tête des affaires. Et elles ne vont vraiment pas bien. Cela fait maintenant 8 jours qu'il espère une commande d'une enseigne, Lidl. Et la réponse finit par tomber. 8 jours après le rendez-vous que vous avez eu chez Lidl, est-ce que vous avez une réponse de leur part ou pas? Oui, j'ai une réponse, elle est négative. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas travailler avec nous, compte tenu des antécédents qu'il y a eu entre Lidl et Spanghero. On est dans une situation compliquée et difficile. En tout cas, on ne peut pas durablement avoir une entreprise sans client. Hein. C'est pas possible. Hein. Ça ne s'imagine pas. Est-ce que vous dites à un moment, je jette l'éponge? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. À l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous répondre. Le colosse a un genou à terre. Cet ancien rugbyman a déjà pris des coups. Mais celui-ci est dur à encaisser. Surtout que le refus de Lidl ne fait qu'augmenter l'inquiétude des salariés. Bon, on y va. Allez, allons-y. Alors, Laurence Panguero convoque une réunion extraordinaire. Il pense pouvoir calmer les esprits en évoquant des promesses de commande pour dans 3 mois. Mais il va devoir batailler. Dès qu'on a Carrefour. Car en face, plus personne n'y croit. Cette année. Donc, devant décembre... Vous allez supporter 3 mois oui. Les charges des salariés de l'entreprise pendant 3 mois. C'est possible. Ça va être énorme. Quoi. Mais c'est possible. On aura perdu déjà 1 million d'euros qu'on n'aura pas démarré. Mais Olivier, si tu... Non mais est-ce que vous allez supporter ça longtemps? Ce que je veux dire, est-ce que c'est viable? Bon, Olivier, donc je veux te dire une chose. Aidons-nous et le ciel nous aidera. On est fatigué, on est épuisé. On est épuisé parce que maintenant on a une autre... avec Lidl, on avait une vision. Ouais. Sans Lidl, Lidl il payait toutes les charges fixes de cette usine et là ils y sont plus. Que vous soyez inquiets, mais j'en suis conscient, que vous ayez vécu pendant 4 mois ou 5 mois un traumatisme, j'en suis conscient, mais j'ai besoin de moi des combattants, de bons soldats, des jeunes qui veulent se battre. Ceux qui veulent se battre avec moi, ils se battront avec moi. Ceux qui n'ont pas envie de se battre avec moi, il faut qu'ils le disent. C'est clair. Ça m'est égal. On ira chercher les compétences ailleurs. Je vous le dis en toute franchise. J'ai déjà reçu 2 démissions. C'est avec plaisir que je les reçois. Parce que je ne veux pas avoir avec moi des gens qui démissionnent. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, alors je vous parle, qu'on va réussir à 100%. Je ne sais pas. Mais on va tout faire pour réussir. Voilà. Oui. Moi, personnellement, je vous remercie d'être là. Qui tente rien n'a rien. Et de toute façon, si on est tous là, je pense qu'on est tous là pour être derrière vous. Autrement, on ne serait pas là. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Le patron a réussi à en remotiver quelques-uns. Son obstination va-t-elle finir par payer? Le 31 juillet, à 6 h du matin, l'usine sort enfin de son silence. La chaîne des plats cuisinés fonctionne à nouveau pour fabriquer le cassoulet de Leader Price. Seule une trentaine de salariés sur les 95 travaillent. Mais pour l'occasion, Laurence Panguero a invité les médias. Devant les caméras, le patron renfile son blanc de travail et son casque. Une opération séduction auprès des journalistes. Moi, j'ai passé des nuits ici. Moi, j'aime bien passer une nuit avec vous. L'ambiance est détendue. En ouvrant les portes de son usine aux médias, Laurence Panguero cherche surtout à rassurer clients et consommateurs en jouant la carte de la transparence sur l'origine des produits. Toutes ces matières premières sont locales. Elles viennent d'une région, donc nous pouvons identifier le plan de sécurité sanitaire, il n'y a aucun problème. Nous voulons absolument régionaliser le produit. Le patron prend l'engagement de se fournir uniquement dans la région. Pour savoir si cette promesse est tenable, nous sommes allés voir Eric, 26 ans de maison. C'est lui qui réceptionne toute la viande reçue par l'entreprise. Allez, ça repart. Aujourd'hui, livraison de porc. Et en effet, cette marchandise arrive bien du sud-ouest, de Castres précisément. Tout est répertorié bien sûr sur notre ticket à nous, Rossali, le fournisseur, et après bien sûr tous les agréments.
Roussali, c'est un abattoir du Tarn, un fournisseur historique de l'usine. Pour l'instant, Laurent Spanghero ne doit produire que du cassoulet. Il peut donc tenir sa promesse. Le porc et le canard dont il a besoin sont abondants dans la région et bon marché. Mais quand il faudra fabriquer des steaks hachés avec du bœuf, une viande beaucoup plus chère, Eric s'attend à recevoir de la marchandise de fournisseurs beaucoup plus éloignés. Ah, mais le bœuf, il vient d'où? Le bœuf, après, il vient de l'Allemagne, il vient de l'Italie, il vient de là où on attrape. Parce que le volume que c'est ce qu'on appelle les viandes dures. En France, c'est pas possible. Si, on travaille avec du français. Mais si après vous travaillez avec des discounters qui vous demandent et ceux qui demandent de la viande dure, automatiquement ils ont de la viande dure. Mais ils demandent de la viande dure pour le prix. Sûrement, ça doit être une question de prix. Sûrement. Laurent Spanghero se serait-il engagé trop rapidement à n'utiliser que des produits locaux? Devant notre caméra, le patron assure que même à l'étranger, il se fournira directement à l'abattoir, sans avoir recours à des traders de viande. On peut très bien travailler directement avec un fournisseur allemand que l'on va visiter, où on va voir les installations qu'ils ont, comment ils travaillent, quelle est leur traçabilité, quelles sont leurs assurances de leur côté. C'est pas impossible. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous allons privilégier les produits régionaux et français. Mais c'est plus cher? Et ce sera plus cher. En même temps, il faut savoir ce que le consommateur veut. Comment savoir? Un steak haché avec de la viande locale se vend 20 centimes plus cher. Mais selon Laurent Spanghero, il y a un marché pour ces produits et il n'est pas inquiet. Après des semaines de chômage partiel, Frédéric a enfin retrouvé son poste. Mais il ne sait pas pour combien de temps. C'est plaisir de retravailler un peu, de retrouver le C'est mieux que de rester à la maison. C'est mieux que de rester à la maison. Demain, vous savez ce que vous faites ou pas? Normalement, demain, on devrait bosser, ouais. Pourquoi normalement? Je dis normalement parce que... Je dis normalement parce qu'on le sait au jour au jour. Frédéric et ses collègues ne travailleront au final que 2 jours. Le temps de produire 20 palettes de cassoulet sur les 80 commandés par Leader Price. Pour les 60 autres, Laurent Spanghero veut écouler le stock de l'entreprise. Celui-là même qui était protégé par un scellé. Depuis, il a trouvé un accord avec les créanciers de l'ancienne société. Il peut donc puiser dedans en toute légalité. Mais tout n'est pas si simple. Les stocks de cassoulet ont été fabriqués pour la marque Leclerc. Or cette fois, le client s'appelle Leader Price. Qu'à cela ne tienne, nos caméras vont filmer un drôle de manège. Des salariés enlèvent l'étiquette Leclerc. Les boîtes vierges sont ensuite envoyées sur ce tapis et ressortent avec un emballage Leader Price. À entendre les salariés, cette valse des étiquettes bénéficie aux consommateurs. Il y a beaucoup plus de viande, les saucisses sont plus grosses, les manchons aussi. Enfin, les manchons, c'est pas les mêmes manchons. Que normalement, qualitativement, c'est ça c'est pour Leclerc. Ouais. Et ce qui est, là, ça va être livré à Leader Price. Voilà. Les clients de Leader Price auront donc un meilleur produit pour un prix inférieur. Le consommateur n'est pas floué, il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Pourtant, pour une usine qui se relève d'un scandale alimentaire et qui fait de la transparence une règle absolue, l'image est tout de même troublante. Et Laurent Spanghero ne veut pas la commenter. En tout cas, il peut livrer sa première commande. 120 000 € rentrent enfin dans les caisses. Le 31 juillet, nous quittons l'usine sans avoir la certitude qu'elle sera toujours en route à notre retour. Un mois plus tard, la principale préoccupation de Laurent Spanghero, c'est toujours l'état du carnet de commandes. C'est bon, je vous laisse les commandes, je les récupère tout à l'heure. Allez, d'accord. Merci. Allez, merci. Ce matin, 2 enseignes ont commandé plusieurs tonnes de plats cuisinés. 16 palettes. Leader Price toujours et Cora. Ici, nous avons 26 palettes. Ici, on a de nouveau 29 palettes. Des milliers de boîtes de conserve que le patron convertit immédiatement en jours de travail pour ses employés. 123 000 boîtes, on fait actuellement 25 000 boîtes par jour, donc ça fait une semaine de travail ici. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas assez de commandes pour faire travailler tous les salariés tous les jours.
Alors nous accompagnons Laurence Panguero, qui a convoqué ses cadres pour un premier bilan financier. En août, en total, on a combien? Nous sommes à combien? Aujourd'hui, on doit être à 300 000 à peu près de chiffre d'affaires. 300 000. Sachez qu'au mois de juillet, on a dû avoir un peu plus de 200 000 euros de dépenses. Nadine, c'est ça? Pour 0 de chiffre d'affaires. En août, on va avoir à peu près 220 230 000 euros de dépenses pour 300 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà un début. 300 000 euros de commandes, il en faudrait 4 fois plus tous les mois pour que l'usine atteigne tout juste l'équilibre financier. Bonsoir Peggy, vous avez suivi la réalisation de ce reportage. Alors à la fin de votre tournage, fin août, vous disiez qu'il fallait à peu près 4 fois plus de commandes pour que la société de Laurence Panguero revienne à l'équilibre. Alors où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Ce qu'on peut dire, Guylaine, c'est qu'on est encore très loin des objectifs que s'était fixé Laurence Panguero, puisque au début du tournage en juillet, il a confié à nos équipes qu'il s'était fixé 1 200 000 euros de chiffre d'affaires. En septembre, il en a fait 400 000, et ça veut dire qu'il faudrait encore qu'il en fasse 3 fois plus pour que son entreprise soit viable. Alors, pour l'instant, ça n'a pas d'incidence sur les 95 salariés qu'il a décidé de garder. Voilà, ils sont toujours là. Mais il n'y en a qu'une quarantaine qui travaillent, et encore 3 jours par semaine. Pour l'instant, ça n'a pas d'incidence non plus sur leur salaire, puisque quand ils ne travaillent pas, c'est l'État qui compense en payant leur salaire, ce qui est une aide qu'on accorde à n'importe quelle reprise d'entreprise jugée un peu délicate. Et jusqu'à quand ? Alors, cette aide va s'arrêter en décembre. Ça veut dire que d'ici fin décembre, il faut absolument que Laurence Panguero trouve des nouvelles commandes, sinon on peut quand même s'interroger sur la survie de son entreprise. La survie de son entreprise. Alors, 2 juges parisiens enquêtent sur le scandale de la viande de cheval vendue pour du bœuf. Alors, où est-ce qu'ils en sont? Où en est le volet judiciaire de cette affaire? Alors, en septembre, il y a 8 personnes, 8 anciens salariés qui ont été placés en garde à vue. À l'issue de cette garde à vue, 2 personnes ont été mises en examen. Il s'agit de l'ancien directeur du CID et l'ancien directeur général de l'entreprise, qui a d'ailleurs été gardé en détention provisoire. Donc, à l'heure où je vous parle, il est en prison. Ils sont soupçonnés par la justice d'avoir été les 2 personnes qui auraient mis des étiquettes viande de bœuf sur de la viande de cheval. Ce à quoi eux répondent que la viande est arrivée étiquetée viande de bœuf dès le départ. Donc le volet judiciaire continue, mais c'est vrai que c'est une instruction qui est longue et visiblement plus difficile que prévu. Merci Peggy pour ces informations complémentaires. Et c'est donc avec vous que nous refermons notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez voir ou revoir les reportages de ce soir sur notre site internet, bien sûr, france2.fr. Vous pouvez aussi nous faire partager vos remarques ainsi que vos commentaires, toujours sur notre site ou sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook. À très vite. Et puis n'oubliez pas notre rendez-vous de samedi 14h, envoyé spécial La Suite. 3 ans après notre reportage sur la galère des étudiants pour se loger, nous avons choisi de retrouver ces jeunes qui ont bien du mal à trouver un toit. Un étudiant sur 4 abandonne ses études faute de moyens suffisants. Pas d'envoyé spécial la semaine prochaine, mais l'émission politique des paroles et des actes avec Jean-François Copé. On se retrouve le 17 octobre avec un document exceptionnel sur l'opération Serval de l'armée française au Mali. Des images et un décryptage inédit sur cette guerre. Tout de suite, c'est Complément d'enquête avec Benoît Duquesne. Bonsoir.